Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'entretenir avec une chercheure de l'Institut du savoir Montfort à propos d'un projet international dénommé Paris. On va aussi aller à la découverte de l'heureuse récipiendaire de l'intervenant de l'année du prix Bernard Grandmet, Maëlle Boudreau. Elle va nous parler de son parcours et qu'est-ce que ce prix-là lui apporte comme ouverture. Et tout de suite, pour commencer, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe du côté du musée de l'espace et de l'aviation du Canada avec moi, Audrey Vermette, qui est directrice de l'expérience visiteur. Madame Vermette, qu'est-ce qui se passe de votre côté à propos de la relâche solaire qui s'en vient? Bon matin, Claude Andrea. C'est un plaisir d'être Bon avec vous. matin. Effectivement, le printemps s'annonce sous le thème de l'espace au musée. Alors, pour la relâche scolaire, on a plein d'activités prévues sur le thème de l'espace. Alors, le musée sera ouvert le lundi, jeudi, vendredi et la fin de semaine. Lors du congé, mais en plus, on offre des activités sur notre site web où les jeunes et les moins jeunes peuvent faire du bricolage et en apprendre plus sur la station spatiale internationale. Alors, on a des bricolages comme ça. On a aussi une expérience culinaire où les gens peuvent apprendre les différentes forces qui créent des cratères martiens sur la planète Mars, tout en s'amusant dans la cuisine. J'ai pu voir, j'ai vu que le thème du mois de mars, c'est la persévérance sur Mars. Et puis, on fête en même temps le 60e anniversaire du premier humain dans l'espace. Et voilà. Alors, comme je disais, le thème du printemps étant l'espace, on a beaucoup de choses à célébrer. Sur nos médias sociaux, on suit la mission internationale qui se déroule présentement sur la planète Mars. Alors, c'est une mission exceptionnelle parce que, bien sûr, il y a le rover Perseverance qui a atterri et qui va étudier différents échantillons qui vont ramener de la planète Mars. Mais en plus, cette semaine, ou en fait la semaine prochaine, euh, première internationale, le rover Perseverance a un hélicoptère sous le rover qui s'appelle Ingenuity, surnommé Genie. Alors, Genie vole la semaine prochaine, donc c'est prévu pour le 8. Et nous, ce que mission internationale. Alors encore là, sur notre site web, sur les médias sociaux, vous pouvez en apprendre plus, regarder les entrevues et faire différentes activités. Mais le mois d'avril est aussi un temps important puisque c'est le 60e anniversaire du premier humain dans l'espace. Alors le cosmonaute Yuri Gagarin de la Russie est allé pour la première fois premier humain dans l'espace le. Alors, on souligne cette journée importante dans l'histoire de l'aviation et de l'espace. Est-ce qu'il y aura des activités spéciales pour cette journée-là? Effectivement, sur notre site web, on a plein d'activités sur le thème de l'espace. Il y a une activité sur le bras canadien, sur la. Il y a des bricolages, des expériences à faire qui sont pas mal intéressants. Nos programmes scolaires, eux, sont aussi disponibles sur notre site web. Ils sont plus centrés sur le vol et en ce moment, on en a 3 programmes scolaires pour différents niveaux d'âge et niveaux de scolarité. Les 4 forces du vol, qu'est-ce qui est impliqué pour faire voler un avion. Alors, on a le programme Le Vol, on a le programme La balade du ballon bleu pour les étudiants un peu plus jeunes et on a le pour les. Tellement de programmes intéressants. J'ai beaucoup de respect en fait pour les musées de la région parce que euh, de passer du présentiel au virtuel, ça demandait beaucoup je vais dire, détails techniques, beaucoup de manières de se réinventer. Mais vous avez réussi le pari là parce que je regarde les programmes qu'on peut offrir pardon, virtuellement, puis je me dis, les enfants, ils n'ont rien à envier en fait à ceux qui peuvent peut-être aller dans des musées dans d'autres pays. Parce qu'en ce moment là, je vois
je vais dire quoi, des agents qui sont là en présentiel avec les enfants, qui font des techniques, qui font des apprentissages en ligne et c'est vraiment extraordinaire pour les jeunes. Effectivement, le musée est ouvert en ce moment à une capacité réduite due à COVID, mais nos guides, je peux vous dire, nos guides sont tellement heureux d'accueillir les gens. Mais par contre, comme vous l'avez souligné, les programmes scolaires ne pouvaient se donner en présentiel. Alors, l'équipe de programmation s'est très rapidement convertie en ligne. Donc, on a converti 3 de nos 12 programmes et on a bien hâte de réaccueillir les étudiants en personne, mais ça ne sera pas de sitôt, malheureusement. On croise les doigts et puis ben, on espère que le temps va vite passer pour qu'au moins on puisse le faire. Alors, dernière affaire, on discute ce matin, c'est qu'il y a une nouvelle exposition qui s'en vient qui s'intitule Regard sur le ciel. On est tellement excités. Alors, c'est une nouvelle exposition qui va ouvrir au mois de mai. Sur le thème, comme vous l'avez dit, regard sur le ciel. Alors, on explore l'historique, la technologie et les gens qui sont derrière la gestion de la circulation aérienne au Canada. Alors, le Canada est un chef de file dans ce domaine-ci, en partie grâce à NAV Canada, qui est une entreprise en fait qui collabore à l'exposition. Et c'est une exposition qui va être hautement interactive, qui va explorer, comme je vous dis, les différentes technologies et personnes qui sont derrière la gestion aérienne, de l'espace aérien, des satellites, les tours qu'on voit dans les aéroports et la nouvelle technologie qui se développe aussi pour le futur de la circulation aérienne. C'est tellement beau le musée de l'aviation là. Sincèrement, j'ai déjà été et puis je capotais là, et je regardais les choses comme, comme une enfant. Mais en tout cas, on va inviter les gens à visiter le site web pour avoir plus d'informations et puis aussi à vous suivre sur les médias sociaux parce que vous êtes très très actifs. Ça, je trouve que c'est intéressant aussi pour la pandémie. Merci beaucoup, Madame Vermette. Et puis bonne journée à Merci, vous. Claude Andrea. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour les activités, pour la relâche ou même pour le mois d'avril, vous êtes invités à visiter le www.ingeniumcanada.org pour avoir plus d'informations. Et comme je l'ai mentionné, n'oubliez pas de les suivre sur les réseaux sociaux. On va maintenant s'intéresser à une dame qui s'est faite, je vais dire, démarquer par je vais dire, le prestigieux prix du prix Bernard Grandmaître, Laurier intervenante de l'année avec moi, Maëlle Boudreau. Je voulais tellement bien te présenter parce que j'admire ton travail, Maëlle, sincèrement. Et puis, peut-être pour tes élèves qui vont regarder l'émission plus tard, on voulait juste savoir, depuis quand que toi, tu as eu la piqûre pour le domaine de l'éducation? Ben, en fait, ça date de ma 8e année parce que mon enseignant de 8e année m'a vraiment inspiré à me lancer dans l'enseignement. Donc, depuis ce temps-là, j'y pense. Et puis, c'était au secondaire que je pensais ensuite, OK, maintenant que je m'en vais en enseignement, qu'est-ce que je vais enseigner? Et c'est là où j'ai décidé d'aller enseigner la belle langue française. Et puis pourquoi la langue française? Est-ce que en ce temps-là, parce que 8e année, ça fait quelques années, est-ce qu'en ce temps-là, tu te disais, oh, la langue française n'est pas assez valorisée pour moi? Ben oui et non. Moi, je me disais que j'aimais beaucoup la langue française. Même plus jeune, je refusais, même si c'était une activité que je voulais vraiment faire et qui était seulement offerte en anglais, je refusais complètement de participer à l'activité. Donc, j'avais déjà cette veine-là, mais d'un autre côté, je m'ennuyais un peu dans mes cours de français. Donc, moi, je me disais, peut-être que je peux rendre ça plus intéressant puis partager ma passion aux autres. Mais c'est exactement ce que tu fais depuis quelques années là. Et puis là, il y a un point qui te démarque qui te démarque toi, c'est ton envie de passer le leadership aux jeunes. J'admire ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben merci. Oui, absolument. Donc, maintenant que j'enseigne au virtuel, je le fais au virtuel aussi, mais je travaille aussi en tant que conseillère pédagogique avec le Sénat des élèves du CPO. Et puis, c'est un regroupement de jeunes de toutes nos écoles secondaires qui se rencontrent d'habitude 6 fois par année, mais là, en raison de la pandémie, on se rencontre une fois par semaine pendant 1 heure et c'est la place aux jeunes.
de quoi veut-il parler, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut changer aussi. Et puis moi, ça me passionne beaucoup de leur donner la parole puis voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller. Alors, quand toi, tu détiens une classe, quand tu entres dans une classe et que tu es l'enseignante de ce groupe d'élèves-là, tout de suite, c'est quoi ton outil, toi, pour pouvoir avoir un lien avec tes élèves? Parce que c'est pas facile souvent, surtout quand ils sont quand même, je vais dire, à l'âge pubère, là, souvent c'est assez Ouais, difficile. mais en fait, c'est l'âge qui me passionne parce que tu as juste besoin d'avoir une petite blague, un petit sourire, un petit bonjour le matin, puis ça fait une grosse différence. Et puis maintenant que je suis au virtuel, j'ai aussi bien développé la relation que j'ai avec les parents. Et puis ça crée des moments assez cocasses parce que les parents rendus en 12e année ne sont pas habitués de recevoir des appels juste pour se présenter ou juste pour dire que leur enfant fait bien. Et j'ai eu des conversations assez intéressantes pour dire mais vous êtes certain qu'il va bien là? Et puis malheureusement, j'ai aussi réveillé quelques infirmières, donc je suis désolée pour ça, mais la relation avec les parents est tout aussi importante, même si l'élève est rendu à 17-18 ans. Et puis, quand on parle de leadership et de ton amour pour le français, je me rappelle une fois que vous t'es passé à l'émission, on était en ce moment-là sur le plateau, t'es passé avec des élèves. Je pense que vous aviez fait une sorte de mobilité virtuelle, programme virtuel avec un autre pays, je me rappelle plus lequel. Oui, c'est ça, parce que j'ai aussi le dossier du volet international. Donc, en fait, je suis venue avec une élève qui avait participé au projet de l'UNESCO avec l'Argentine. Donc, on s'était déplacé à ce moment-là. Mais évidemment, avec la pandémie, on a dû revoir un peu nos choses et maintenant, on a des ententes de mobilité virtuelle à travers le monde où nos salles de classe peuvent voyager. Et justement, il y a peut-être 2 semaines maintenant, mais mes élèves et les élèves avec un autre enseignant au Burkina Faso ont eu la chance Waouh! d'échanger sur le leadership, la francophonie, la culture, nos différents pays. Donc, ça, c'était génial. Ça, je me rappelle très bien. Je pense que Madame Tremblay m'en avait parlé de ce projet qui s'en venait. Tu vois, ça, c'est toi qui étais à la base aussi. Mais c'est extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment tellement intéressant. Et puis, parlant en même temps de beaucoup de projets que tu fais, là, il y a un autre projet avec l'ambassade de France, je pense, qui est un programme d'écriture. Oui, c'est ça. On travaille aussi avec l'ambassade de France avec leurs livres enrichis et c'est une collaboration avec l'ambassade, avec le Salon du livre et le CPO. Et maintenant, c'est rendu à l'échelle du Canada où les élèves sont invités à soit créer une histoire ou soit en prendre une qui existe déjà, mais de l'enrichir avec des vidéos, des sons, même des onomatopées, des dessins. Donc, ça amène des projets très intéressants. Trop de projets trop intéressants que ben, ton équipe et toi travaillez dessus. Comment vous trouvez ces idées ou comment tu trouves les idées comme de projets? Ben, c'est beaucoup en travaillant en collaboration, surtout maintenant en virtuel, il n'y a presque plus de barrières. Donc, on peut aller vers des organismes, comme les organismes peuvent venir vers nous, et là, on décide, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Donc, le projet de mobilité virtuelle, ça, c'est très intéressant, puis ça continue à être développé. Mais d'un autre côté, par exemple, dans ma salle de classe, on a travaillé avec la Bibliothèque des Amériques et leur rendez-vous littéraire pour amener l'auteur du livre qu'on étudiait. Et c'était un style de Wow. tweetérature. Donc, on a découvert un nouveau monde et en même temps, on a découvert un nouvel auteur qui est venu dans notre salle de classe présenter son œuvre. Et c'est quelque chose qui n'aurait même pas été possible s'il n'y avait pas eu la pandémie. Donc, quelque part, la pandémie apporte de bonnes opportunités. Exact. Des opportunités qui, autrefois, coûtaient beaucoup d'argent, demandaient beaucoup de temps, qui là, maintenant, est possible grâce à la technologie et qui est devenu un peu plus facile aussi, veut pas. Donc, je pense que pour l'avenir, quand même, ça nous amène à de très bons projets. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe. Ce que je trouve intéressant, c'est que la pandémie
ne t'a pas arrêté, même si c'est en mode virtuel et encore moins le CEPO qui continue de carburer avec de beaux projets. Je suis vraiment contente pour toi, contente aussi pour tout le CEPO. Est-ce que tu pourrais nous montrer ton prix? On est curieux de le voir, OK. s'il vous plaît. Parce que franchement, on partage la même famille maintenant, hein, donc là avec la réflexion, je sais pas ce que vous voyez, mais bon, c'est un prix que j'ai reçu virtuellement et qu'ensuite qu'on m'a amené à la porte et ça j'ai trouvé ça quand même une belle petite histoire de la pandémie que justement on a participé à cette belle célébration virtuelle et que Virtuel, oui. même là j'ai pu recevoir mon prix. Et puis là, maintenant que tu reçois ce prix-là, c'est un prix vraiment très, très gratifiant. Ça te donne un peu plus de pression, hein, je pense. Peut-être un peu trop de pression. Je me sens bien entourée maintenant, puis je me sens aussi comme si c'est une relance d'énergie pour me dire que oui, ce que je fais fait peut-être une petite différence en quelque part. Puis Oui. c'est Ouais. juste de reconnaître ma passion, puis mon engagement envers ces jeunes et la francophonie. Donc c'est vraiment un honneur. Tu inspires beaucoup, beaucoup tes jeunes, là, je suis pas mal sûre, mais est-ce que tu pourrais partager avec nous un peu de petits témoignages que tu as eus, que ce soit avec un des jeunes ou un des parents, par rapport à un projet que toi t'as mené? Ben depuis que j'enseigne au virtuel, c'est sûr que j'ai reçu beaucoup de bons commentaires, surtout des commentaires qui m'ont surpris un peu parce que en fait ces jeunes-là qui sont dans ma classe virtuelle, je les connaissais pas avant parce qu'ils faisaient pas nécessairement partie de mon école. Parce que là, on se retrouve avec des élèves de chacune de nos écoles secondaires dans une même salle de classe qui ça déjà là est super. Mais par exemple, un des parents m'a dit, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait avec mon enfant. Il a jamais aimé son cours de français. Et là, il m'en parle tous les jours. Donc, Il a eu le meilleur professeur. c'est ça. Donc, ça m'a fait vraiment rire. Mais c'est des petits moments comme ça aussi, autre qu'un prix de reconnaissance à travers notre communauté. C'est des moments aussi comme ça qui me dit, ouais, ok, je vais Et continuer sur la malgré bonne la voie. fatigue. J'y vais, ouais. C'est ça. Écoute, je suis sincèrement, je vais te le dire encore, vraiment très, très contente pour ton implication pour les jeunes, déjà pour commencer, ton implication au sein du CEP, et puis tu le mérites amplement. Merci encore, Maë, d'avoir partagé toute ton histoire avec nous et bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, oui, on parlait du prix qu'elle vient de remporter, c'est vrai, mais j'aimerais vous inviter à visiter le www.cepo.on.ca, le site web du CEPO, si vous avez besoin d'avoir des informations pour inscrire vos enfants dans les différentes écoles du CEPO. Maintenant, on va s'intéresser à un beau projet qui est en train de se faire en ce moment, un projet international dénommé Paris. Et pour en parler, Marie-Ève Poitras, qui est infirmière, professeure et chercheure à l'Institut du savoir Montfort. Madame Poitras, ce projet dont je parlais là, qui s'appelle Paris, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bonjour, merci beaucoup de l'invitation. En fait, je ne suis malheureusement pas chercheur à l'Institut Montfort, mais chercheur à l'Université de Sherbrooke. Donc, je voudrais pas m'attribuer une affiliation qui ne m'appartient pas, Madame Bonny. Donc, en fait, le projet Paris, c'est une vaste enquête internationale qui est faite présentement qui va être faite au courant de l'année entre 2021 et 2023 dans 17 pays. Et l'OCDE, en fait, c'est un organisme international qui agit comme une vigie pour voir un peu l'état de la population mondiale au niveau en lien avec les déterminants de la santé. Donc, il regarde des paramètres comme la santé des gens, l'environnement, l'économie. Et peut-être aux 10 ans, ils font des grandes enquêtes pour voir un peu comment les patients se perçoivent en santé. Donc, la dernière enquête qui a été faite était autour des années 2010 et on conduira dans les prochaines années la vaste enquête pour voir comment les patients atteints de maladies chroniques perçoivent leur santé en lien avec
les soins primaires. Pour nous, dans le fond, les soins primaires, ça se veut les cliniques de médecine de famille. Donc, en contexte québécois, on dirait les groupes de médecine de famille, mais on a l'équivalent au niveau, c'est les cliniques médicales publiques, les cliniques médicales privées. Puis dans le fond, on s'intéresse à voir comment les patients perçoivent les services qui sont donnés, entre autres, par les médecins de famille, les infirmières praticiennes en soins de première ligne, mais également les autres professionnels qui travaillent dans les cliniques, dépendamment des pays ou des provinces, qui se veulent interdisciplinaires ou pas. J'ai une question par rapport à ça. Là, on se dit que ce projet-là inclut 17 pays. Je me demande juste à quoi bon travailler ensemble ces 17 pays-là, parce que je suppose qu'ils n'ont pas les mêmes outils, ils n'ont pas les mêmes perspectives en matière de santé. Donc, pourquoi travailler ensemble pour donner quelque chose? Oui, ben c'est une excellente question. En fait, ça va nous donner un portrait international de comment les patients perçoivent leur santé. Donc, il y a bien sûr le Canada qui participe, il y a des pays européens, des pays nord-américains. Et ce que ça va faire, c'est qu'on va poser toutes les mêmes questions à tout le monde. Donc, on a le même questionnaire. On va questionner les patients sur, leur perception de leur santé. Donc, est-ce qu'ils ont des symptômes associés à leur maladie, par exemple, les signes, présence d'anxiété ou de dépression? Est-ce qu'ils se sentent fatigués, la qualité de leur sommeil, tout ça. Puis, on va demander aussi des questions en lien avec leur expérience de soins. Donc, l'expérience de soins, c'est, par exemple, est-ce notre clinique de médecine est accessible? Est-ce qu'on est capable d'avoir la ligne un rendez-vous facilement? Est-ce que les professionnels qu'on a vus ont considéré nos besoins, nos valeurs, nos préférences en matière de soins? On va demander aussi si au terme de la consultation, on était satisfait. Oui. Puis, cette expérience-là aux patients, elle est commune. Qu'on vive au Canada, aux États-Unis ou dans un pays européen, on a tous une expérience de soins. On ressent tous quelque chose après être sorti d'un rendez-vous avec un professionnel de la santé. Et ce sont ces questions-là qu'on va poser aux patients. Ça va nous permettre, en fait, de comparer. Donc, est-ce que les Canadiens, Canadiennes ou les Québécois, Québécoises se perçoivent en meilleure santé et ont une meilleure expérience de soins, par exemple, que les personnes qui vivent aux États-Unis, les personnes qui vivent dans certains pays européens. Et ça va permettre de donner un portrait des pays qui performent bien, de ceux qui performent peut-être moins bien. Et après, ça va aider les dirigeants, ça va aider les gens qui font les politiques en santé, ça va aider les gens peut-être dans les ministères de la santé et des services sociaux pour faire des mesures, des politiques, des changements dans le système de santé qui vont répondre davantage aux besoins des Canadiens et des Canadiennes, en fait. Oui, c'est ça. J'aime bien le fait qu'on récolte ce genre de données. Là, vous avez donné des exemples spécifiques. Parce que là, j'ai lu quelque part que pour permettre aux patients de s'exprimer, il faut utiliser un langage qu'ils comprennent et renoncer au jargon universitaire. Et là, pour prendre un exemple palpable, j'ai eu une amie qui vit en France, qui a eu, elle a eu juste mal au bras. Elle allait voir son médecin qui lui dit, ah, finalement, je pense que c'est pas quelque chose de grave. T'as peut-être juste fait un mauvais geste et tout. Puis finalement, en parlant avec elle, il s'avère que ses veines étaient bloquées par un caillot de sang. Et là, en ce moment, le médecin, c'est clair qu'elle est en panique, elle commence à appeler les gens et tout, mais la patiente elle-même, elle n'est pas consciente de qu'est-ce qui se passe. Personne ne lui dit, écoute, c'est quelque chose de grave, il faut que tu te calmes. Et ça lui a fait un traumatisme, là. J'en parle aujourd'hui, je peux même en pleurer parce que elle a vécu ça toute seule. On lui a pas demandé d'appeler quelqu'un parce qu'ils étaient tous concentrés sur son état de santé. Et ça, souvent, les médecins, oui, vous faites la bonne affaire, mais essayez de réconforter aussi le patient, c'est important. Oui, tout à fait. Puis votre réflexion est bonne. Puis on peut même faire le parallèle. Vous avez raison qu'on considère que les professionnels de la santé considèrent, ce n'est pas nécessairement ce que les patients perçoivent important. Comme par exemple pour les soins en soins primaires, donc la médecine de famille. Et tout, souvent, pour un patient diabétique, on va regarder l'hémoglobine glyquée. On doit prendre une prise de sang, puis il y a un résultat qui sort, puis ça s'appelle l'hémoglobine glyquée. Mais la personne, elle, qui vit avec le diabète, elle se soucie pas vraiment de son résultat d'hémoglobine glyquée. Elle va se soucier de est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle a des symptômes d'hyper ou d'hypoglycémie? Est-ce que le diabète, ça alourdit son quotidien, son fardeau à la maladie?
Est-ce que c'est trop embêtant dans sa vie de tous les jours? Fait que c'est des questions comme ça qu'on va poser aux patients pour vraiment avoir la perception de comment les patients se sentent, mais avec des indicateurs qui sont importants pour eux. Puis, on veut aussi aller chercher comment ils perçoivent leur expérience de soins. Puis nous, comme professionnels et comme chercheurs, ça va nous aider à mieux organiser les services pour répondre davantage aux besoins des patients. Puis pour parce qu'on sait qu'une expérience positive, ça aide notre santé. Puis à l'inverse, vous venez de le nommer, une expérience négative, ça va nuire à notre santé, puis ça va nuire à notre capacité de bien s'occuper de nous au quotidien. C'est tellement vrai. Alors, ce projet-là, il commence, on a dit, il devrait commencer en 2021 et s'étend sur quelques années. Alors, combien de Canadiens devront participer à ça pour avoir vraiment les bons données? En fait, merci. Au Canada, on est 7 provinces à participer, et dont le Québec. Et on fait une étude pilote au printemps pour tester notre méthode parce que c'est important de savoir que dans chaque pays, on a la même méthode. Puis ce que ça va faire, c'est de tester notre méthode, ça va faire en sorte que ça va être plus rigoureux quand on va faire la grande étude. Puis, on va davantage pouvoir comparer les pays entre eux ou les provinces. Donc, on a le pilote au printemps. Et la grande étude va avoir lieu dans un an et demi, on espère. Puis, ce qu'on aimerait au niveau du Canada, les chiffres, ça va tourner aux alentours de entre 5 et 10 000 patients. On est encore en réflexion, mais ce qu'on veut, c'est sûr qu'on veut un grand échantillon pour avoir le plus de données possible. Puis, on veut recruter un échantillonnage, donc des Canadiens et des Canadiennes qui sont représentatifs de la population des Canadiens et des Canadiennes. Donc, on veut aller chercher des cultures différentes, des origines différentes, des gens en milieu urbain, semi-urbain, des gens en milieu éloigné, et des gens qui ont différentes cliniques de médecine de famille. Donc, comme ça, on va avoir un portrait qui est plus réaliste de l'état au niveau du Québec, mais au niveau du Canada également. Il va falloir joindre, je pense, les professionnels de la santé à ce processus-là parce que ce serait le meilleur moyen de joindre les patients, je pense. Exactement. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on nous a fonctionné, c'est-à-dire qu'on va d'abord recruter des médecins et des infirmières praticiennes et les médecins et les infirmières praticiennes vont nous aider à entrer en contact avec des possibles personnes qui aimeraient participer au projet, en fait. Merci beaucoup, Madame Poitras. Très beau projet. On espère peut-être vous avoir sur l'émission quand ça va débuter pour vous inviter les gens à y participer. Merci encore et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez plus d'informations, vous avez juste qu'à suivre le www.savoirmontfort.on.ca ou savoirmontfort.ca comme vous le voyez à l'écran et puis vous allez avoir accès à ce beau projet-là qui s'en vient pour très bientôt. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. On va discuter avec Leila Saligan, qui est l'heureuse récipiendaire du laurier nouvelle arrivante de l'année du prix Bernard Grandmaître. Et on va aussi parler avec Livia Belcia du Centre national des arts qui va nous parler des différentes activités virtuelles à venir pour le mois d'avril. On se voit demain à partir de 11h. Soyez des nôtres. Au revoir.